Un sportif de haut niveau ne se résume pas à sa performance. Un sportif de haut niveau, c'est une personne avant tout. Donc, ce qui a été important pour nous et surtout pour moi, c'était de travailler avec avec ceux dont j'avais la charge pour, pour vraiment travailler sur ça. C'est mais qui je suis, tu es t'es quelqu'un de très très bien. Et tu es quelqu'un qui fait beaucoup de choses et tu fais des choses extraordinaires que peu de monde peut faire. Ok, t'es pas qualifié au jeu, mais ça se résume pas à ça. Donc nous avons travaillé là-dessus. Ouais. Alors, Laurence Blondel, en charge de l'accompagnement des projets de formation, des projets professionnels des sportifs de haut niveau de l'INSEP. Donc l'INSEP, un grand établissement avec pas moins de 18 équipes de France, sport olympique. Et au total sur l'INSEP, 753 sportifs de haut niveau à peu près. Un portefeuille de fédération et donc d'équipe de France qui s'élève à peu près à 270 sportifs me concernant. Et notamment tous les judokas français, tous les lutteurs français, les nageurs français qui sont sur l'INSEP des 4 disciplines et quelques individualités en athlétisme, en pentathlon moderne. Voilà. Alors, je suis de la montagne, je suis un pur produit, même si je ne suis pas née à la montagne, je suis un pur produit de la Haute-Savoie, parce que j'ai habité pendant très longtemps à Annecy avec mes parents. D'une famille uniquement, quasiment que de garçons et de rugbymen, donc milieu un petit peu tonique. Voilà, il fallait avoir un peu de répondants. Une enfance et une adolescence très heureuse, c'est-à-dire très sportive toujours, très très garçon manqué. Une jeune fille très très garçon manqué, et puis toujours à courir à droite à gauche, et puis toujours à plus ou moins rivaliser avec les garçons. Ça, c'était mon gros truc, quoi. Alors, bonne élève, je ne sais pas si j'étais bonne élève, en tout cas, j'étais très vive, j'étais pas en retard, il fallait surtout me canaliser. Jamais aucun problème scolaire notoire, vraiment rien. Donc lycée normal, ensuite université. J'ai toujours voulu faire prof d'éducation physique, à ne pas confondre avec prof de sport, c'est pas le même métier, ça c'est hyper important. Donc prof d'éducation physique, donc j'ai suivi cette voie. Et en fait, nous avons déménagé d'Annecy à Grenoble, donc on reste dans la montagne, et j'étais très très heureuse. Donc j'étais à l'UREPS Grenoble, qui s'appelle maintenant les STAPS, donc les UFR STAPS. Et donc j'ai toujours voulu être prof de PS, et je suis devenue prof de PS de toute manière. Donc voilà, c'était basique et pas basique à la fois, parce que de toute façon c'était tout le temps médié par le sport et puis par beaucoup d'activités. Et jamais rester en place. Toujours très curieuse. Trop curieuse parfois, mais très très curieuse. Ouais. Alors la rencontre et l'élément déclencheur, c'est quasiment tout le temps dans nos disciplines un prof d'éducation physique. Et donc j'étais au collège à Annecy. Et lorsqu'il y avait donc les cours d'éducation physique et sportive, notamment en athlétisme, on s'est vite aperçu que, en fait, pour parler très vulgairement, je mettais des taules aux garçons. Donc on s'est dit, elle court un peu vite celle-là. Donc c'était pas ce qui avait de plus important pour moi d'aller en club. Et puis finalement, je me suis inscrite lorsque je suis arrivée à Grenoble au club donc du GUC, Grenoble Université Club. Et puis là, ce sont toujours des rencontres amicales, autres que des rencontres sportives, sont des rencontres amicales et des chemins de vie qui se croisent et donc des rencontres humaines. Et c'est pour ça que je suis devenue aussi ce que je suis maintenant. Et donc c'était un club qui était le 3e meilleur club français. Quasiment tous mes aînés dans ce club étaient quasiment tous internationaux en athlétisme. Et donc ça, le challenge, puisque toujours pareil, hein, histoire de vie très sportive qu'avec des garçons. Donc quand on est une fille, on essaie de se montrer, et puis il est hors de question qu'on se fasse battre par les garçons. Donc toutes ces rencontres font qu'à un moment donné, moi je suis restée au club, et puis après l'émulation vient, la motivation vient.
Et c'est la camaraderie et ce sont les copains, les copines. Moi, ça a toujours été super important, les copains, les copines. Donc, c'est vraiment ce qui m'a laissé dans ce milieu et qui m'a donné envie, puisque en plus dans un milieu d'excellence. J'étais déjà dans un milieu d'excellence avec des personnes qui étaient dans l'excellence. Donc, que ce soit des entraîneurs, qui étaient des entraîneurs donc des équipes de France pour certains. Donc, ça donne envie. Et dans un contexte très amical, très convivial et très joueur. Quand on est provincial et qu'on aime les choses pas simples, mais les choses donc de la nature, même si je montais faire du ski tout le temps, même si lorsqu'on commence à avoir certaines performances, c'est contradictoire. Le ski et l'athlétisme, ça fait pas tout à fait bon ménage, mais quand même quoi, un rythme de vie qui est complètement différent. Alors, comment je suis montée à Paris? J'ai commencé déjà à faire des performances. Donc, j'ai commencé à être intégrée donc, dans des stages nationaux. Et puis, la rencontre d'autres personnes font que ça serait quand même bien que tout le monde. Mais moi, j'étais quand même dans un milieu, je le rappelle, avec des personnes qui étaient déjà dans l'excellence et dans la très grande performance. Et puis, comme toutes les jeunes femmes ou comme tous les jeunes hommes, à un moment donné, je tombe amoureux d'un garçon, paf, il est en équipe de France et en plus, il s'entraîne à l'INSEP. Donc, ça donne envie aussi donc, de monter. Et l'entraîneur qui était à l'époque vraiment celui qui avait les meilleurs sportifs et sportives et les meilleures coureuses, notamment sur 400 mètres haies, qui était ma discipline, c'était François Pépin. Donc, moi, je l'ai suivi parce qu'il était aussi atypique. Et moi, j'aime beaucoup les gens atypiques. Donc, je suis montée. C'était compliqué parce que entre arriver dans un certain confort, dans une halle, dans le lieu mythique de l'INSEP, avec toutes les équipes de France, où il y a tous les meilleurs athlètes français, et puis quitter sa province grenobloise et déblayer son couloir, parfois lorsqu'il neige, et moi je trouvais ça vraiment trop génial de déblayer son couloir et après de faire sa séance dessus, ça fait quand même un choc. D'où ma particularité, j'avais beaucoup de mal à faire mes séances à l'intérieur et je partais à l'extérieur. Donc je me rappelle un jour... pour ne pas le nommer, mais je pense qu'on peut le nommer, Stéphane Diagana, pour ne pas le nommer, il me dit « Mais pourquoi tu vas dehors ?» Je dis « Mais parce que j'étouffe dedans. » Donc j'étais une des rares à être dehors et à courir sur la cendrée, qui à l'époque, il y avait encore une piste en cendrée, donc à l'INSEP. Donc c'était compliqué, mais bon, voilà, c'est aussi ce qui m'a permis de devenir ce que je suis et de faire tout ce que je fais maintenant. J'étais jeune, hein, je courais vite, mais à ce niveau, je courais je courais moins vite, donc j'étais moins aguerrie. Et les départs de course se font avec des starting blocks. Moi, je ne savais pas utiliser les starting blocks. Donc, je suis partie en position debout, ce qui était autorisé. Maintenant, ce n'est plus autorisé. Et je ne savais plus où me mettre parce qu'en plus, devant moi, il y avait le monstre de l'athlétisme français qui s'appelait Chantal Régard. Donc, c'était une de mes premières courses sur la distance avec quelqu'un d'extraordinaire qui multiple championne, championnat du monde, Jeux olympiques, etc. Donc, c'était quelque chose. Quand on est jeune, ça marque quand même. Je ne sais pas si je peux parler de grandes difficultés. Je pense que certainement de points d'interrogation. Si tu me parles de ce qui s'est passé lorsque je suis arrivée à l'INSEP et que je me suis entraînée, c'est pas simple de rentrer dans le temple du sport de très très haut niveau avec que des personnes qui sont excessivement connues, qui sont très médiatisées. Je suis une provinciale, je viens. J'ai pas le même niveau de performance. J'ai ma place dans le groupe parce que les performances font que je peux rester dans ce groupe, mais c'est toujours cette distance. Et moi, je dirais que la première difficulté, c'était moi-même. C'est-à-dire que parfois, je me disais, mais est-ce que tu es vraiment à ta place et est-ce que tu mérites d'être tout le temps à cette place avec les autres? Parce que les autres étaient meilleurs que moi. Alors, non pas par rapport pas par rapport aux qualités physiques, parce que l'athlétisme est très médié par rapport aux qualités physiques que l'on a. Donc, je pense que j'avais les mêmes qualités physiques que mes très grandes camarades. Peut-être pas les mêmes ambitions, parce que je me mettais des barrières moi-même. Peut-être, c'était ça. Voilà. Et je réfléchissais beaucoup, beaucoup. Je suis arrivée à l'INSEP en 1986.
Et j'y suis restée en tant qu'athlète, enfin en m'entraînant à l'INSEP, parce que je faisais autre chose. J'y suis restée jusqu'en 1993. C'est court et long à la fois. C'était une période extraordinaire. Il n'y avait que des très très grands champions autour de moi et je trouvais que c'était beaucoup plus léger dans le fonctionnement qu'à l'heure actuelle. Même si il n'y a pas de... Je pense que c'est pas très opportun de bien comparer tout ça. Je crois pas que ce soit très très opportun. Mais c'était un moment... il y avait beaucoup de joie, il y avait beaucoup de festifs, il y avait... Voilà, c'était l'époque le permettait. Et moi, ce qui m'a énormément marqué et qui me marque encore, parce que j'en suis très contente et je l'ai toujours dit, c'est que j'étais dans le groupe d'entraînement avec Marie-Josée Pérec, qui est toujours une copine. Et quand on est avec une fille comme ça, c'est comme dans Astérix et Obélix. Donc Obélix, il est tombé dedans. Et ben elle est tombée dedans, quoi. C'est pareil, c'est-à-dire que c'est un diamant à l'état pur. Et quoi qu'elle fasse sur la piste, de toute façon, elle était tellement au-dessus de tout le monde. Et mais ça, c'est une vraie chance. La prise de conscience de ce que j'étais, de ce que je voulais faire et de comment je voulais le faire était tellement forte, était tellement claire dans ma tête que moi, je savais très bien que je ne ferais jamais les Jeux Olympiques. J'ai toujours su que je voulais être prof d'éducation physique et sportive. La deuxième chose, down, fait. C'est-à-dire que j'ai eu mon concours alors que j'étais athlète, il n'y a pas de souci. Les Jeux Olympiques et Championnats du Monde, pourtant j'étais qu'avec des personnes, je côtoyais que des personnes comme ça. Eh bien, ça me faisait... C'est pas que ça me faisait rêver, j'ai toujours trouvé ça extraordinaire. Et j'aime bien ce mot en deux mots. C'est pas l'extraordinaire, c'est l'extraordinaire. Et moi, je me suis toujours considérée comme quelqu'un d'ordinaire qui vivait des choses extra. Donc, il n'y avait pas de... Donc, je pense que inconsciemment, peut-être que je m'étais mise des barrières, certainement, peut-être, mais je n'ai pas de regrets. Et pour le coup, la transition, la fin de carrière, la petite mort, c'est pas quelque chose que j'ai vécu. Et le jour où j'ai dit, je pense que c'est la fin, c'est que je faisais des séances, donc je continuais tout le temps quand même à m'entraîner. Et puis un été, j'étais avec mon futur mari, qui était lui aussi sportif de très haut niveau en aviron. Et on faisait des séances de côte. C'est courir très vite sur des côtes, ça grimpe un peu. Et je disais, mais c'est pas possible, j'arrive pas à récupérer, c'est pas possible. Puis en fait, je me suis aperçue que j'étais enceinte, quoi. Donc, je trouvais ça vachement bien, quoi. Donc, en fait, ma deuxième très grosse performance, c'était de mettre au monde mon aîné, qui est donc devenu mon aîné. Voilà, Théo. Alors, ce qui m'a amenée à devenir enseignante, j'ai toujours voulu faire ça. Mais alors, si tu me dis et si tu me demandes pour quelle raison, je vais te dire, je sais pas trop. Il y a des choses comme ça qui sont des évidences. J'aime l'activité physique, j'aime les personnes, j'aime être avec des jeunes. Et puis, j'aime être utile et j'aime aider. Donc, je trouvais que toute toutes ces sphères étaient bien dans le métier de prof de PS. Donc, je suis devenue prof de PS. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir une utilité. Et pour le coup, j'ai commencé ma carrière en milieu très difficile, ce qu'on appelle les zones d'éducation prioritaire. C'est-à-dire, pour te donner un exemple, mon premier poste, alors que j'étais encore sportive et je m'entraînais encore à l'INSEP, et ce qui est très très intéressant, c'est que j'étais prof, j'étais collègue avec une autre prof d'éducation physique qui était la maman de Souria Bonali, la patineuse artistique, notre immense patineuse artistique. Et donc on rentrait dans le gymnase en zone d'éducation prioritaire, on fermait derrière nous et puis accessoirement on faisait enlever quelques armes blanches, voilà. Donc ça, c'est pas quelque chose, ça ne m'a jamais fait peur. Et puis après, peut-être que la difficulté ou la compréhension de l'autre, quand on est face à des publics
ce sont pas des voyous, c'est rien. C'est-à-dire qu'ils sont ils étaient dans un contexte, dans un monde qui est pas tout à fait le nôtre. Donc c'est fort intéressant et c'est hyper important de comprendre ce qu'ils sont. C'est hyper important de comprendre ce qu'ils sont pour pouvoir fonctionner avec. Et donc ça, ce lien humain, pour moi, c'était exceptionnel. Donc j'ai plus appris en peu d'années en zone d'éducation prioritaire que si j'avais été dans des établissements euh, qui sont des établissements voilà, de bonne facture. Et donc j'aimais la difficulté. Ensuite, donc j'ai continué, je suis passée du collège au lycée. Le lycée, c'était sympa, c'était bien, d'autant que ma première classe de lycéens, eh bien, c'était des élèves qui étaient en première et en terminale. On n'avait que 4 ans d'écart. Donc, eh ben là, je reboucle encore la boucle. C'est-à-dire que moi qui aime les challenges et qui aime bien, etc., j'étais encore en activité sportive. Donc, c'était des challenges entre nous. Donc, ça aussi, ça donnait certainement une autre saveur à ce que je faisais avec eux. Et de les voir en jouer et de les voir s'épanouir, et c'était très très sympa. Voilà, moi j'ai toujours eu plaisir à aller dans mes classes, hein. J'y suis jamais allée à reculons et j'ai jamais eu peur d'y aller. Et puis à partir de là, bon, j'ai fait quelques années comme ça, c'était bien, c'était sympa. Et puis, comme quoi, les histoires de vie, je pense qu'on revient toujours à ce que l'on est. Et on revient toujours à ses premiers amours. Et moi, mes premiers amours, c'était l'INSEP. Et j'ai eu l'opportunité de revenir à l'INSEP en tant que, en plus c'est encore plus drôle, en tant que co-responsable du concours du CAPEPS, qui est le concours qui permet aux personnes d'être professeurs d'éducation physique et sportive. Donc je suis revenue sur l'INSEP. Ensuite, le CAPEPS est sorti de l'INSEP, parce que l'INSEP, c'est important je pense que dans tous les acronymes, il y a toujours une logique. INSEP, à la base, avant c'était INS, ensuite devenu INSEP, c'était Institut national du sport et de l'éducation physique. D'où l'idée d'avoir la préparation CAPEPS, parce que à l'INSEP, on préparait un certain nombre de personnes pour devenir prof d'éducation physique. Et c'est devenu l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance. Ça veut dire qu'à un moment donné, on a sorti cette valence éducation physique et sportive pour ne se consacrer que à l'expertise et la performance. Donc, je suis passée de co-responsable ou bien responsable du CAPEPS avec mon collègue, et nous avons basculé sur, d'où l'idée par rapport à ta première question, sur le professorat de sport. Le professorat de sport qui forme les cadres du sport et les cadres techniques des fédérations, etc., et aussi du territoire. Et donc, pour le coup, puisque j'ai été pendant que j'étais donc co-responsable pour le CAPEPS, éducation physique et sportive, j'étais jury au CAPEPS pour le concours. En plus, j'étais jury. Et ensuite, je suis devenue jury aussi au professorat de sport. Donc, il y avait des balances comme ça. Et parmi nos sportifs de niveau, il y a toujours un certain nombre de sportifs de niveau qui passent le concours du professorat de sport pour pouvoir travailler dans leur fédération et pour être cadre d'État. Et un jour, la responsable, c'était une femme, donc Madame Cornillon. Elle met en place une formation pour un médaillé olympique d'Athènes. Là, je peux dire son nom parce que je suis tellement fière et on est tellement proches aussi parce que ça fait partie du parcours de vie, qui s'appelle Christophe Guénaud. Lui était médaille de bronze et son frère a fait médaillé olympique en lutte. Ils n'étaient pas dans la même catégorie, mais en lutte gréco-romaine. Et Christophe avait eu une licence STAPS. Et quelques années après, il dit, de toute façon, j'ai passé le professorat de sport parce que derrière, je voudrais devenir entraîneur national. Et comme tous les sportifs de niveau, ils font beaucoup de choses dans un temps très très court, très très contraint. Donc, leurs conditions d'accès aux formations ne sont pas tout à fait les mêmes, même si les compétences demandées sont les mêmes et la sortie c'est la même. Les conditions d'accès ne sont pas tout à fait les mêmes parce qu'ils ne peuvent pas. Donc, ils ne pouvaient pas être en cours toute la journée avec les autres parce qu'ils n'avaient pas le temps. Parce que le premier métier quand on est sportif de haut niveau, à l'INSEP, c'est d'effectuer son sport.
Donc, c'est-à-dire que ça donne entre 35 et 40 heures par semaine. Donc, après, il reste un petit peu de temps, mais pas tant que ça pour faire autre chose autrement. Et donc, nous avons été 2 collègues, on nous a demandé vraiment de l'encadrer pour ça. Et donc j'ai accompagné Christophe Guédot, puisque moi je me suis dit, je suis vachement fière. Là. Donc dans ces cas-là, on se dit, ouais, mais moi je sais faire, je suis jury au concours, tout, je sais faire. Et au bout de 2 mois, Christophe est arrivé dans mon bureau, il était complètement défait. Il me dit, c'est bon, j'arrête. Je lui dis, pourquoi t'arrêtes? Il dit, non, mais je peux pas. Donc il y avait les entraînements, c'était l'année de son mariage, il y avait le concours, il y avait une pression qui était énorme, des attentes énormes. Et je me suis dit, là, ça va pas être possible. Donc, on est venu me chercher pour ça. Mais quand on est venu me chercher, je pensais que c'était simple, c'était pas si simple. Et c'est là où aussi, l'histoire aussi continue et recommence. C'est là où je me suis encore davantage posé de questions sur comment accompagner quand tu es sûr et quand tu as des certitudes. En fait, là, ça fait penser à un film et je vous laisse le soin donc de retrouver qui. Je sais que je ne sais pas en fait. Donc il a fallu retravailler là-dessus. Donc nous sommes, parce que c'est toujours du partenariat entre 2 personnes, hein, c'est toujours de la coaction. Nous nous sommes co-accompagnés tous les 2, et puis derrière, c'est comme ça que j'ai entamé un autre parcours, ou un parcours conjoint, qui est le parcours de coach, et notamment de coach de vie. Alors déjà, j'aime beaucoup mon métier, ça c'est sûr, parce que j'aime les gens, donc j'aime beaucoup mon métier. Coach de vie, je suis passée par plusieurs phases dans mes définitions, et je trouve que celle que je vais te donner, je pense que c'est celle qui correspond le mieux à l'heure actuelle de là où je suis, avec toutes ces années d'accompagnement et de coach. Pour moi, être coach de vie, c'est accompagner l'autre à la conscience de soi pour que l'autre chemine et appuie. Moi, j'aime bien cette métaphore, appuie sur le bouton quand c'est le moment pour aller là où il ou bien alors elle veut. C'est ça, quoi, coach de vie. J'aime pas lorsqu'on dit, c'est un terme que j'aime pas bien, même si on le fait dans l'action parfois, mais conseiller, orienter, non. C'est. Est-ce que le coach de vie, je trouve que c'est une aide et c'est un accompagnement à la révélation de ce qu'est la personne. Voilà. Et après, ce que la personne en fait, ça lui appartient. En gros, mon quotidien, tous les jours, c'est entre 5 à 7 heures de coaching, donc d'accompagnement des sportifs de haut niveau. Ça veut dire que lorsqu'ils viennent, c'est jamais la même chose. Donc il y a ce que l'on appelle du quotidien, c'est-à-dire du suivi par rapport à leur formation, etc., de voir où ils en sont. Mais après, c'est comme leur premier métier, et j'aime bien le dire, ça, c'est pas du tout péjoratif, c'est d'être sportif. Il se passe plein de choses. Parce que dans le métier de sportif, il y a beaucoup de victoires, il y a parfois certains échecs. D'ailleurs, on perd plus qu'on ne gagne, même si on prend des exemples comme Teddy, etc., etc. Effectivement, il a tout le temps gagné, mais il s'est tout le temps remis en question, il a trébuché, etc. Et le quotidien, c'est pas toujours de la gagne, le quotidien. Donc, pour le coup, lorsqu'ils viennent, c'est jamais le même état, c'est jamais le même état présent. Il s'est passé plein de choses. Il y a des blessures, il y a des peines de cœur, il y a le quotidien de sportifs qui est très très dur. Même s'ils aiment faire ça, c'est très très dur le quotidien de sportifs de haut niveau. Parce que c'est le corps qui est tout le temps entre guillemets malmené. Alors, je ne sais pas si je dois le dire, parce que peut-être qu'il ne serait pas content que je dise ça, mais si, le corps d'un sportif de niveau est quand même malmené. Il va quand même au bout de ce qu'il peut faire. Donc, c'est jamais la même chose. Je suis quelqu'un d'excessivement sérieuse, alors que pas tout le temps, comme ça, tout le temps, mais je suis très sérieuse. C'est-à-dire que professionnellement, c'était ce que j'étais aussi à l'entraînement. C'est-à-dire que même si j'étais fatiguée, même si j'avais mal, etc., il y avait entraînement, j'y allais. Et je suis quelqu'un qui, lorsque je m'engage à fond.
C'est-à-dire, lorsque je dis je vais faire ou je te dis ne t'inquiète pas, je le fais. Donc, je pense que c'est sécurisant pour les sportifs. Et je suis hyper réactive, même si il faut mettre des limites. Maintenant, je suis plutôt en fin de carrière, je m'aperçois qu'il faut mettre des limites, mais moi, ça a toujours été mon quotidien. C'est-à-dire que ils peuvent m'appeler le soir, ils peuvent m'appeler le week-end. Parfois, c'est du décalage, hein, parce que quand ils sont sur un autre continent, ils se rendent plus compte qu'il y a beaucoup de décalage. Et ben, je réponds, quoi. Donc, je sais pas si c'est une qualité, mais en tous les cas, moi, c'est la manière dont moi j'ai mené ma carrière en tant que coach et que je continue à la mener. Après, je ne sais pas si c'est bien ou mal. Le terme jugement, je pense qu'il n'y a pas une voie et il n'y a pas une chose à faire. Je pense que c'est suivant les personnalités et suivant ce que l'on est soi. Donc, les médailles olympiques à l'INSEP, c'est à peu près, c'est un peu plus de 60% des médailles olympiques et paralympiques, il ne faut pas les oublier. Et j'ai actuellement dans ce qu'on appelle des portefeuilles de fédération, j'ai un peu plus de 200 sportifs de niveau. Il faut savoir qu'historiquement, j'étais la responsable de toutes les équipes de France en tant qu'accompagnatrice. Donc il y avait 753 sportifs. Ça ne veut pas dire qu'on accompagne 753 sportifs, mais quand même on passe beaucoup de temps. Là, 270 sportifs à peu près, ouais, à peu près. Il est important, je pense, de comprendre, c'est comme, c'est pas moi qui viens à toi, donc c'est toi qui viens à moi, mais c'est aussi les deux. C'est-à-dire qu'un sportif de l'INSEP passe obligatoirement dans nos arcanes. Même si un sportif ne souhaite pas avoir un projet de formation ou n'est pas prêt à avoir un projet de formation, ce qui est important, c'est qu'il puisse comprendre et qu'il puisse mettre des mots et qu'il incarne vraiment pour quelles raisons il ne veut pas le faire. Pour moi et pour mes autres collègues, il n'y a pas de sujet là-dessus. J'ai souvenir justement d'un sportif de niveau, pour le coup, médaille d'or olympique, qui, voilà, parce que c'est normal, on est dans un bain social où, oui, c'est bien d'avoir une médaille, mais il faut pouvoir la faire fructifier, il faut pouvoir savoir ce que l'on fait après, parce qu'une carrière de sportif de niveau, allez, on va dire, c'est 15 ans. Quand on parle de médaillé, hein, parce que moi, entre guillemets, ça fait hyper prétentieux ce que je dis, mais pas du tout, c'est que je n'ai que des personnes qui font des championnats du monde et des Jeux olympiques. Donc voilà, c'est un petit peu, c'est pas si simple que ça. Et donc ça prend 120% du temps. Quand je dis 120%, parce que la nuit, ça prend aussi, ça prend tout le temps. Donc de ne pas être en capacité ou de ne pas être dans les priorités et de ne pas le timer, c'est pas grave. Par contre, moi, mon job, et c'est important pour moi dans mon métier d'accompagnatrice, c'est que il ou elle puisse vraiment mettre des mots très précis là-dessus. Pour quelles raisons? Et parce que la temporalité, c'est pas la même. Ils n'ont pas du tout la même temporalité que pour un étudiant lambda ou que pour une personne lambda. C'est pas possible. Donc, c'est vraiment du puzzle, que ce soit dans leur vie sportive, dans leur vie professionnelle et dans leur vie personnelle. Ce qui m'incombe, moi, je prends en compte la vie sportive qui est au centre. Je prends en compte la vie personnelle, mais ça, je le fais de manière très très humble. Et si le ou la sportive m'en parle, tant mieux. S'il m'en parle pas, je peux inviter à réfléchir aussi dessus, hein, parce que voilà, maintenant, donc que nos sportifs sont mamans, nos sportifs sont mariés, ils ont des enfants, etc. Donc ça, il faut le prendre en compte. Et pour le coup, c'est vraiment un jeu de puzzle. C'est-à-dire que c'est du partenariat en permanence avec nos interlocuteurs des écoles, des universités. Et puis, en fait, jamais rien n'est défini pour l'année ou pour la semaine. Enfin, si quand même la semaine, j'exagère, mais pour l'année, ça ne peut pas être défini. C'est-à-dire que les réussites, les échecs, les blessures, donc les récupérations, les naissances, les mariages, les peines de cœur, tout ça viennent impacter les choses. Donc voilà, c'est ce que j'aime et c'est ce que je dis toujours lorsque j'ai la chance de pouvoir être invitée dans X choses. C'est toujours ma phrase, ça, c'est trouver un équilibre dans leur profond déséquilibre. Ils ne sont pas déséquilibrés, mais ils sont tout le temps en déséquilibre.
Donc il faut trouver un équilibre. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse mettre des petits poids. En fait, c'est comme la balance avec les petits poids. Il faut mettre des petits poids de temps en temps pour que ça puisse s'équilibrer, sinon c'est compliqué. Être sportif de haut niveau, c'est vraiment une caractéristique très marquée. C'est-à-dire que, bien évidemment, il y a plein de personnes qui ont des qualités physiques incroyables dans toutes les personnes que l'on peut croiser en dehors du sport de haut niveau. Après, être sportif de haut niveau, c'est une volonté féroce d'aller au bout de ce que l'on veut et vraiment d'avoir cet objectif en tête, de ne pas lâcher, d'être résilient. Il y a un sportif, une fois, un médaillé olympique, un escrimeur, qui est d'ailleurs, c'est une phrase qui est toujours dans mon bureau, c'est l'essentiel n'est pas de trébucher, l'essentiel est de se relever. Et ça, c'est une phrase que je garde. Parce que lorsque les jeunes sportifs arrivent, parce qu'on a une cohorte de sportifs chaque année qui rentrent à l'INSEP, etc., qui viennent grossir les équipes de France, il y en a qui rentrent, qui sortent, qui arrêtent. Et j'aime bien leur dire, tourne-toi, regarde. Voilà. Donc c'est ça aussi, c'est cette capacité à un moment donné à pouvoir mettre un genou au sol, de l'accepter et de repartir. Je crois que c'est la caractéristique d'un sportif de haut niveau. Bien souvent, on parle de sport de haut niveau en parlant d'argent et de ce que gagnent les sportifs de haut niveau. Il faut faire une énorme différence, parce qu'il y en a une énorme, entre les sports identifiés comme totalement professionnels, tels que le football, tels que le basket, tels que le rugby, etc., et les sports qui sont quand même professionnels, parce que quand on est sportif de niveau, on est quand même professionnel, et les sports qui sont beaucoup plus individuels et qui sont d'autres sports et qui peut-être pendant la durée de la carrière sportive ça peut engendrer certains gains en termes de contrats d'insertion professionnelle, ce que l'on appelle globalement les CIP, en termes d'image, en termes de sponsoring, etc. L'idée, quand même, avec tous ces sportifs, c'est de faire fructifier ce qu'il y a pendant pour les plus gros noms, et parce qu'ils ont capitalisé, ils le font fructifier, et derrière, ils le font de manière très intelligente. Et puis pour ceux qui, à un moment donné, sont dans les feux des projecteurs, parce qu'ils ont une médaille olympique, mais on est quand même sur des sports, ça ne va pas durer toute la vie, c'est de travailler sur ce que l'on veut devenir, ce que l'on veut faire. D'où notre rôle à nous, les coachs de vie, et notamment donc à l'INSEP, parce que maintenant, avant, donc j'étais toute seule, maintenant nous sommes 4 avec des portefeuilles de fédération, et de travailler là-dessus avec eux au fur et à mesure. Parce que lorsque tout s'arrête, parfois pour certains c'est très compliqué, c'est-à-dire que les gains s'arrêtent, le peu de gains qu'il y a, parfois il n'y en a plus, et puis parce qu'à un moment donné, être sportif de haut niveau, je dirais que c'est bien, parce que ça donne du plus et ça caractérise une personne. Mais par contre, ce n'est pas un état, être sportif de haut niveau. L'état, c'est d'être un homme ou une femme, avec un grand H et un grand F. Donc, ça, c'est important d'être un homme et une femme. Et ça ne se résout pas, et ça ne peut pas se résoudre à être « j'ai fait une médaille olympique », même si c'est exceptionnel et extraordinaire. Donc, le concept de dual career, ça, c'est le concept à l'international, et nous, ça s'appelle le double projet. Et moi, j'aime pas ce terme, voilà, parce que j'ai aussi évolué avec ça. Et le double projet, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire deux choses en même temps, de même facture et de même hauteur et de même force. Et tel que je l'ai dit précédemment, un sportif de niveau, c'est pas quelqu'un... Enfin, on peut pas, même tout un chacun, on peut pas faire deux choses de très très haut niveau en même temps, etc. C'est-à-dire qu'il y a des moments et il y a du timing. Et c'est la temporalité qui compte. Donc ce concept donc, de double projet, il est inscrit dans certains textes de loi et dans certains décrets qui permet de faciliter la vie et l'acheminement donc, des sportifs de niveau lorsqu'ils sont à l'université, etc. Ils ont certains droits, etc. Mais c'est ce que je disais en préambule, je préfère non pas donc la notion de double projet, même plus projet de vie, alors que c'est coach de vie. C'est vraiment
coach de la conscience de soi. Voilà. Et ça, je trouve que c'est beaucoup plus parlant. C'est quelque chose, et ça, je le tiens donc d'un collègue avec qui j'ai travaillé pendant longtemps et qui a fait une thèse là-dessus et qui a beaucoup œuvré aussi donc, dans le double projet. Et je trouve que vraiment la conscience de soi, c'est quand même beaucoup plus parlant. Voilà. Pas résumer un sportif de niveau à ça. Tout se prévoit. On est beaucoup en anticipation. Il faut savoir que pour quasi la totalité des qualifiés et des participants aux Jeux Olympiques de l'INSEP, tout avait été anticipé, c'est-à-dire tous ceux qui étaient en formation au sein d'universités et autres, ils ont mis en place leur année de césure. Parce que ça, c'est pas possible. L'année des Jeux Olympiques, il y a ce qu'on appelle encore des rankings, c'est-à-dire que même si ils font partie donc de la cohorte des sportifs. Cela dépend des sports. Donc de la cohorte des sportifs qui peuvent aller aux Jeux Olympiques, parfois pour certains c'est au dernier moment. Donc jusqu'au bout, il faut qu'ils aillent se battre. Donc ça, il valait mieux leur fiche la paix. Et tout est anticipé. Et nous, ça fait partie de notre boulot. C'est-à-dire anticiper au maximum tout ce qui peut se passer. Donc ça a été mis en place. Donc ça, c'est vraiment l'année de césure. Donc ça s'est très bien passé. C'est très bien. Donc maintenant, il faut recommencer. C'est un peu plus compliqué après ces magnifiques Jeux Olympiques à Paris. Et après, lorsque tu dis le terme délaissé, moi, j'aime pas le terme délaissé. Parce que ceux qui ne sont pas arrivés à... Ils ont vécu ça comme une forme d'échec ou une forme de frustration et de profonde tristesse. Eh bien, cela, c'est pas après les Jeux. C'est-à-dire que ça, on le savait juste avant donc le début des Jeux. Et là, c'était là où l'accompagnement était particulièrement important, de la part des accompagnatrices, mais aussi des psys, et de la part du staff aussi. C'est-à-dire que, et je reviens toujours sur la même chose, même si ça peut paraître parfois un peu utopique, un sportif de haut niveau ne se résume pas à sa performance. Un sportif de haut niveau, c'est une personne avant tout. Donc, ce qui a été important pour nous et surtout pour moi, c'était de travailler avec ceux dont j'avais la charge pour vraiment travailler sur ça. C'est qui je suis. Tu es quelqu'un de très bien. Et tu es quelqu'un qui fait beaucoup de choses et tu fais des choses extraordinaires que peu de monde peut faire. Ok, t'es pas qualifié au jeu, mais ça se résume pas à ça. Donc nous avons travaillé là-dessus, ouais. Lorsque je suis passée collège, lycée, université, parce que ça aussi je ne l'ai pas dit. Avant l'INSEP, j'ai été responsable de formation et j'ai monté le STAPS de Marne-la-Vallée avec 3 autres collègues. Et je me suis retrouvée à un moment donné, lorsque je suis revenue à l'INSEP, avec un certain nombre d'étudiants que j'avais, dont un qui est devenu le préparateur physique de l'équipe de France de tennis de table. Et c'était drôle. Parce que lorsque je suis arrivée, il a dit de manière très sympathique, je ne sais pas, mais je sais que j'avais de très bons rapports aussi avec tous mes étudiants. C'était non, mais elle est super, hein, elle est super. Et puis moi, je la connais, donc c'était drôle de le voir dans un autre contexte et de voir cette évolution. Moi, j'étais trop heureuse. Et puis concernant les gros calibres, j'en ai tellement eu. Je vais te donner l'exemple. J'ai beaucoup accompagné Clarisse Agbenienou. Voilà. Nous sommes très en lien. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Elle est maman. Et puis un jour, elle vient me voir. Donc, elle a fait des diplômes. Donc professionnels. Ce qu'on appelle des brevets professionnels d'animation sportive, etc. Puis, après, elle est devenue l'immense championne qu'elle est. Puis un jour, elle arrive dans mon bureau, elle me dit « Bon, alors Laurence, moi, je sais ce que je veux faire maintenant. » Je fais « Ah bon ?» Elle me dit « Je veux être comme toi. » Je fais « C'est quoi comme moi ?» Elle me dit « Je veux être coach de vie. » Donc, nous avons travaillé, nous avons étudié la question et nous avons travaillé sur le sujet et elle a pu rentrer dans un programme à HEC, justement, de coach. Voilà, donc elle est sortie avec la validation de ce programme. Et puis, je peux te donner une autre anecdote, parce qu'en plus, c'est marrant, ça m'a fait très plaisir. Tony Yoka, que j'ai beaucoup accompagné lorsqu'il était à l'INSEP, c'était un enfant terrible de la boxe, mais moi, il me faisait rire. Hein. Moi, les enfants terribles, moi, ils me font rire. Donc, je suis vraiment... je ne sais pas si c'est bien de le dire. Mais voilà, et puis
Et puis là, eh bien, la semaine dernière, il était donc parce qu'il est parti s'entraîner aux États-Unis. Ensuite, il est revenu en France et maintenant il s'entraîne entre la France et donc l'Angleterre. Et là, il m'a appelé, il me dit, ben, je suis là cette semaine, j'aimerais bien te voir. Donc, nous avons pris un petit café ensemble au sein de la cafétéria donc, de l'INSEP. Et c'est marrant parce que je vois l'évolution, même s'il a été, il est encore décrié. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est quelqu'un de profondément humain, de profondément gentil, qui est papa de 3 enfants. Et il faisait un reset sur tout ce qu'il a fait et l'accompagnement qu'il a eu. Et il me dit, mais quand même, ils ne se rendent pas compte quand même la chance qu'ils ont. Et voilà, je dis, waouh, t'as mûri, c'est chouette, parce qu'il mettait tout en perspective avec tous les arguments, et je trouve que, voilà, c'est chouette, quoi. Et c'est pas parce qu'ils sont médaillés, parce que de toute façon, moi, qu'ils soient médaillés ou pas, ça ne change absolument rien à ma posture, hein, et puis à l'envie que j'ai d'accompagner. Hein. Ça me pose aucun problème. Alors les valeurs, moi, c'est simple, hein, c'est l'honnêteté, se regarder en face, ne pas se mentir, et puis y aller. Mais par contre, c'est l'honnêteté. C'est-à-dire que, et c'est aussi ce qui va de pair lorsqu'on est coach et coach de vie, c'est-à-dire que ce sont des contrats. Moi, je ne fais pas signe de contrat, moi, c'est totalement moral. Mais par contre, c'est, à un moment donné, c'est ce pourquoi nous sommes ensemble, c'est l'objectif commun partagé. Si l'objectif n'est plus partagé, ou si à un moment donné, l'objectif, tu le biaises, moi, je te dis stop. Tu peux être médaillé, multimédaillé, ça m'est égal, mais ça sera stop. C'est pas possible autrement. Et je pense que c'est comme ça aussi, parce que la conscience de soi, elle passe par là aussi. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous lisses, et fort heureusement, parce que c'est très ennuyeux. Les gens qui se disent ou qui pourraient être totalement lisses, c'est très très ennuyeux. C'est avoir conscience de ses forces, mais aussi énormément de ses faiblesses. Non pas pour les éliminer, mais pour en avoir conscience et dire, bah, là, je suis pas terrible là-dessus. Moi, en tant que coach, il y a des moments où je ne peux pas accompagner parce que je suis en faiblesse personnelle, parce que je ne suis pas alignée par rapport à moi-même. Donc je dis non, non, là, ça ne va pas être possible. Se faire accompagner en amont, pas le faire lorsque la transition arrive. C'est un processus et comme tous les processus, c'est quelque chose qui est à moyen, voire long terme. Et il évolue le processus. Donc c'est se faire accompagner, et moi j'aime bien cette image, même si ça fait peut-être un peu ringard, c'est vraiment se regarder dans la glace, mais sans honte, c'est ouvrir le champ des possibles. Ne pas se dire, bah non, je peux pas, je ne sais pas. Non, tout le monde, tout individu, toute personne a tout en lui ou elle pour réussir, pour faire autrement, autre chose et dans d'autres sphères. Et ne pas se limiter. Donc l'ouverture du champ des possibles, c'est quelque chose d'hyper important. Mais voilà, il faut pouvoir être parfois accompagné d'une personne qui vous accompagne à appuyer sur les boutons. Personne ne peut croire mieux que soi-même, personne ne peut le faire à sa place. C'est impossible. Nous accompagnons et moi j'accompagne, et c'est ce que je leur dis toujours. Je dis, n'attends pas de réponse, tu n'en auras pas. Par contre, le chemin, je serai à côté de toi, légèrement en retrait, et je vais t'accompagner sur le chemin. Mais crois en toi, et tout est possible. Tout est possible. Ça, c'est se faire confiance. Tout est possible, crois en toi, se faire confiance. Chez nous, quand je dis chez nous, dans notre contexte de sport, c'est excessivement, en ce moment, en haut de l'affiche, la santé mentale. Parce que les sportives, là, encore dernièrement, certaines de nos sportives et de nos sportifs en parlent, parce qu'il y a de la décompensation après les Jeux, etc. etc. Je pense que c'est éminemment important, mais ce n'est pas le remède à tout. C'est-à-dire que la santé mentale, ça se travaille et ça s'interroge tout le temps. C'est pas un instant T, c'est tout le temps. Et ça revient toujours à ce que je dis, c'est lorsque je me lève le matin, c'est je me regarde dans la glace. Si j'ai pas envie, ok, j'ai pas envie, mais pour quelle raison j'ai pas envie? Ça serait peut-être intéressant que j'aille interroger pour quelle raison j'ai pas envie. Pour quelle raison Et puis nous, on travaille le corps, hein. Donc nous, le corps, c'est le meilleur, c'est la meilleure alerte, le corps. C'est-à-dire que le corps, il lâche bien avant que la tête ne lâche. Donc c'est pour ça que aussi donc dans nos coachings, moi dans mon coaching, je travaille avec le corps. Mais c'est vraiment la santé mentale, je trouve que c'est
On en parle beaucoup, mais c'est très bien. C'est très bien. Donc, c'est pas le sujet, je vais pas aller sur ce terrain. Mais je pense que c'est de l'entretien, c'est pouvoir faire le choix des personnes qui nous accompagnent au quotidien, justement, pour que cette santé mentale ou son bien-être mental, il soit toujours en équilibre. En fait, c'est ça, voilà, c'est ça qui me fait dire que, de toute façon, les psys, maintenant, c'est pas que ce soit la mode, pas du tout. Je vais pas me faire des copains ou bien des copines, c'est pas ça. Mais maintenant, nous avons l'impression que tout passe par le psy, tout passe par le coach mental, etc. Non, ça passe aussi par soi-même, mais à condition que, dès le plus jeune âge, eh bien, les personnes autour, elles soient dans l'écoute, et pas dans l'entendre, dans l'écoute, et qui est cet accompagnement. Et quelle que soit la personne, on n'a pas besoin d'être sportif de haut niveau, on n'a pas besoin d'être chef d'entreprise au quotidien. Moi, donc je côtoie des personnes qui font entre guillemets de la santé mentale tout le temps parce que c'est une philosophie de vie, parce qu'ils se connaissent bien, parce que ce sont des personnes qui sont posées, qui vivent l'essentiel, qui travaillent sur les valeurs et qui transmettent ça. Donc oui. J'ai plusieurs engagements. Donc j'ai mon engagement à l'INSEP évidemment parce que je pense que c'est plus qu'une mission et beaucoup plus qu'une profession. Sinon je me lèverais pas le matin, ça c'est sûr. J'ai mon engagement au sein de l'Union européenne. Je suis dans une association qui est l'association phare du Dual Career, donc double projet, qui prend en compte tous les projets Erasmus, Erasmus+, et autre chose pour le bien-être et l'accompagnement des sportifs de haut niveau. Cette association, elle est soutenue et financée par l'Union européenne. En plus, je suis vachement contente et assez fière parce que je suis la seule représentante française dans cette association et aussi représentante de l'INSEP. Et puis aussi, mon autre engagement, je suis engagée aussi au sein de l'INSEP sur représentante du personnel et dans ce qu'on appelle le CSAE, l'ancien CHSCT, donc tout ce qui a trait justement au bien-être, à tout ce qui est dérive, etc., etc. Je pense que tout ça est cohérent chez moi parce que, par exemple, je te disais que mon métier donc de coach et d'accompagnement des sportifs de haut niveau, c'est bon. Donc je suis à l'INSEP. Il y a des très médaillés, il y a des moyennement médaillés, puis il y a des pas médaillés quand même. Et là, j'ai été impactée il y a 15 jours avec mon collègue, mes collègues donc responsables d'un pôle France, parce que au détour d'une conversation avec un jeune avec qui je travaille par rapport à sa réorientation entre guillemets. Et je me suis aperçue qu'à un moment donné, ce sont des questions sur lesquelles je vais quand même, sur la question financière. Parce que lorsque l'on est en sport de haut niveau, il y a 4 listes. Il y a la liste donc la liste des élites, la liste des seniors, la liste des relèves qui sont pour les jeunes et la liste de la reconversion. Ce sont les 4 listes ministérielles qui donnent droit à nos sportifs auprès du ministère des Sports à certains droits, y compris financiers. Et lui, il est relève, mais il n'a pas de performance donc notable. Donc il vit à l'extérieur, il n'est pas pensionnaire à l'INSEP parce qu'on ne peut pas accueillir tout le monde non plus. Et toutes les fédérations ne peuvent pas, parce qu'elles ont une manne financière, elles ne peuvent pas dépenser pour tout le monde. Et en fait, je me suis aperçue en discutant avec lui qu'il avait en fait des soucis financiers, puisque en gros, je te donne la fourchette, il a à peu près 400 € par mois et son appartement de colocation, il donne déjà 300 €. Et là, je dis, mais il te reste 100 €, tu fais comment? Il me dit, bah, je me débrouille. Et qu'est-ce que c'est, je me débrouille? Bah, le midi, je dis, mais tu manges à la restauration de scène? Ah bah non, je peux pas, c'est quand on est interne, il y a un tarif, quand on est externe, il y a un autre tarif. Et je me dis, mais là, c'est pas possible. Et donc, tu fais comment? Il me dit, bah, les copains, ils prennent plus sur leurs assiettes. Et moi, et comme ça, ils me donnent. Alors moi, ça, c'est, tu sais, donc dans le triangle de Cartman, bourreau, victime, sauveur. Alors là, mon côté sauveur qui est plus, alors que je me suis bien soignée depuis, mon côté sauveur, là, il revient en tête de liste. Et là, je dis, c'est pas possible. Et comme mon collègue responsable de ce pôle France est particulièrement aussi sensible à ça, parce que c'est un pôle France où il y a plutôt des gens, enfin, des sportifs de niveau très défavorisés socialement qu'autre chose.
Et donc, il y a eu la possibilité d'avoir un appel d'offres sur un petit boulot à l'INSEP au sein de la médiathèque. On a une magnifique médiathèque, etc., à mi-temps, etc., qui lui fournit à peu près 400 ou bien 500 euros par mois. Et en plus, on a pu le faire rentrer en tant qu'interne à l'INSEP. Donc, voilà, si tu veux, c'est ça aussi, parce que nous avons aussi la chance d'avoir une assistante sociale, mais tout simplement pour dire, j'ai pas de gloriole par rapport à ça, mais voilà, un sportif de haut niveau, c'est une personne comme tout le monde. Et à un moment donné, voilà, et mon métier, c'est aussi ça, d'aller discuter avec les personnes idoines, les assistantes sociales, les personnes qui peuvent aider financièrement, etc. Et donc, il est rentré, il est super content. Alors, mes projets professionnels, je suis très très loin de la retraite, mais quand même, j'ai encore à peu près une petite Olympiade. Donc c'est de continuer, c'est continuer mes actions à l'international, c'est d'être sur d'autres projets parce que euh, même si, euh, même si on a, même si on suit un chemin et un parcours, là je parle de moi, moi je ne cesse de me former. Mais je suis comme ça. J'adore passer des diplômes, j'adore aller dans d'autres sphères. Et puis comme je suis ex-sportive aussi, quand je vais chercher quelque chose, il faut que ce soit fait parce qu'autrement, ça va pas du tout, quoi. J'y vais pour être, pour vaincre. Je pense que voilà, je voudrais faire un peu plus de coaching somatique, par exemple. Ça me parle un peu plus. Et puis personnel, je ne fais pas que ça et je n'ai pas fait que du sport. Et puis, à un moment donné de ma vie, j'ai pas mal sculpté. Donc, mes modestes œuvres sont la propriété de mes enfants et de mes petites belles-filles. Mais bon, je les ai pas données encore, mais parce que ils sont un peu casse-cou, mes garçons. Donc, je voudrais pas qu'ils les cassent. Et je voudrais reprendre vraiment, vraiment la sculpture. Voilà. Parce que c'est ce que tu traduis pas en mots, c'est possible de le traduire autrement. Et je trouve ça intéressant de le traduire autrement. Je pense que ce que l'on donne, on le reçoit à un moment donné. Mais il faut jamais rien attendre par contre.